Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est l'autobiographie de Rockefeller, qui est un mémoire sur Rockefeller. Ce livre examine de près la famille Rockefeller et nous permet d'en apprendre davantage sur cette famille en plus de quitter une énorme richesse pour le monde et quels types de qualités spirituelles sont dignes de notre référence. Il existe de nombreux livres sur la famille Rockefeller sur le marché. Dès le XXe siècle, d'innombrables auteurs à succès écrivent des monuments à leur mémoire. Un livre sur leur famille était publié presque chaque année. Après tant d'années, le nombre est naturellement très énorme. Mais ce n'est pas surprenant si l'on y réfléchit bien, Rockefeller était si riche à l'époque et était l'homme le plus riche du monde. Presque dès l'âge de 30 ans, il était entouré de gens qui lui demandaient de l'argent à longueur de journée. Étaient des mendiants personnels, et le contenu était probablement « Je suis très pauvre, Rockefeller, tu es le messager de Dieu, peux-tu me donner un peu d'aumône ?» De cette façon, il y a 200 000 lettres du monde entier chaque mois, et il faut transporter un navire entier. Il y a aussi divers investisseurs et divers projets qui le recherchent. Selon lui, en plus de dormir, chaque fois qu'il ouvre les yeux, il sera à côté d'un étranger qui lui demande de l'argent. Quand il mangera, il y aura des inconnus sous la table. Ce sont tous des êtres humains. Bien sûr, cela doit être une exagération. De là, nous pouvons voir à quel point il était légendaire à l'époque. Lorsqu'une personne devient une légende, il y aura naturellement de plus en plus de gens qui écriront des livres pour elle. Eux les auteurs veulent tous profiter de lui. Mais cela dit, bien qu'il y ait beaucoup d'informations sur lui, la plupart sont une description de ses réalisations, comme la façon dont il a géré le secteur pétrolier, comment il a vaincu ses concurrents, quelles œuvres caritatives il a faites, voyez-vous, ce sont toutes des choses que le public peut savoir grâce aux journaux. Mais la compréhension que tout le monde a de lui est dans un état brumeux et a toujours été vague. Ne dites pas que les gens de l'extérieur ne le savent pas, même les personnes qui entrent souvent en contact avec lui ne peuvent pas le comprendre. Par exemple, quelle est sa personnalité, quels sont ses passe-temps, comment communique-t-il avec ses enfants, que pense-t-il exactement des décisions difficiles qu'il prend à chaque moment critique et quel impact son pieux esprit puritain a-t-il sur sa carrière? On ne sait pas quel type d'impact cela aura. Selon les mots de l'auteur, Rockefeller est comme un fantôme qui disparaît toujours de sa biographie. Même si d'autres lisent sa biographie, ils ne savent rien de lui. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de Rockefeller étaient comme ça, extrêmement sobres et taciturnes. Il était doué pour le déguisement. Il a vécu toute sa vie sous le couvert de divers rôles et couches de mythes. Lorsqu'il communiquait avec le monde extérieur, il était engagé dans des activités de relations publiques. Et d'établir délibérément une image de relations publiques. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il pense réellement et personne ne peut ouvrir la bouche. Par conséquent, la compréhension de chacun à son sujet est essentiellement basée sur la spéculation. Alors, qu'est-ce qui est différent dans ce livre? Ce livre est compilé sur la base de la transcription d'un entretien privé avec Rockefeller par un journaliste new-yorkais. C'est très rare et constitue dans une certaine mesure une information de première main. C'est l'information qui reflète le mieux les véritables pensées de Rockefeller. Bien que pendant des dizaines d'heures d'interview, il a toujours fait preuve de retenue, mais il a également commis deux gaffes. L'une concernait les doutes d'autres personnes quant à son acquisition d'autres compagnies pétrolières. Une écrivaine l'a attaqué, affirmant que Rockefeller avait utilisé des menaces. Il annexait les actifs d'autrui et en fin de compte, il compte sur sa propre cruauté et sa cruauté pour atteindre son statut de suzerain du pétrole. Il est simplement un voleur. Dès que Rockefeller a entendu cette déclaration, il a bondi de sa chaise, le visage rouge, les yeux flamboyants, et il a commencé à maudire l'auteur, en disant qu'elle était une femme vicieuse et bavarde. Ce n'est pas du tout ce que le monde extérieur a dit. Il compte sur l'ambition de se développer, mais en réalité il fuit pour sauver leur vie. Nous sommes tous sur le même bateau qui est sur le point de couler. Nous voulons construire ensemble un bateau plus grand pour débarquer en toute sécurité, alors comment pouvons-nous penser à nous battre jusqu'à la mort? Puis il y a eu une malédiction, mais en une minute, il s'est retenu, a retrouvé son calme et a commencé à réconforter l'intervieweur avec un ton sain, en disant, bien que d'autres m'aient parlé grossièrement, ce qui me rend heureux, c'est que je n'ai aucun ressentiment envers eux, je ressens seulement de la pitié pour eux. C'était une gaffe. Une autre fois, quelqu'un a attaqué son père, disant que son père était un charlatan qui faisait toutes sortes de mal sauf boire. Cette fois, Rockefeller a explosé à nouveau et a commencé à jurer bruyamment. Cependant, après seulement quelques minutes, il est rapidement revenu à son état de calme. Il a dit que certaines personnes vivent en rabaissant les autres et qu'elles sont simplement myopes et que l'éducation que son père lui a donnée était suffisante pour qu'il puisse l'utiliser tout au long de sa vie. Vous voyez, Rockefeller avait tellement de maîtrise de soi qu'il ne montrait pratiquement aucune émotion. Ce livre a cette caractéristique, nous permettant de connaître de près le vrai Rockefeller. Vous constaterez que le Rockefeller, décrit comme taciturne, vide et ennuyeux, est en réalité une personne articulée et passionnée. Selon les mots de l'auteur, il avait un esprit sans vergogne du Midwest. L'auteur de ce livre est Ron Chernow. C'est un écrivain littéraire américain.
Dans la première partie, je parlerai du contenu de ce livre en 3 parties. Dans la première partie, nous parlerons de l'origine des 4 labels particulièrement célèbres de Rockefeller. De ces 4 labels dans la première partie, nous pouvons avoir un aperçu des véritables traits de caractère de Rockefeller. Dans la deuxième partie, nous parlons de la façon dont Rockefeller a fait fortune, des étapes clés qu'il a traversées dans le processus de création d'entreprise et des décisions qu'il a prises au moment critique. De cette partie, nous pouvons rapidement dans la troisième partie, nous nous concentrons sur les méthodes de Rockefeller pour éduquer ses enfants. À partir des lettres qu'il a écrites à ses enfants, nous voyons quel genre de valeurs Rockefeller avait et quel impact ces valeurs ont sur nous les gens modernes. Sens de référence. La moitié supérieure. Jetons d'abord un coup d'œil aux réalisations professionnelles de Rockefeller. Il y a environ 4 étiquettes généralement attachées à Rockefeller. Le premier est l'homme le plus riche du monde. La Standard Oil Company qu'il a fondée monopolisait 90% du marché pétrolier américain et la majeure partie du marché mondial à son apogée. Qu'est-ce que le pétrole? L'or liquide. Il est donc le premier homme riche de l'histoire du monde avec une valeur nette de plus de 1 million $. Milliards de dollars américains. À sa mort, sa richesse totale dépassait 1,4 milliard de dollars américains, ce qui équivaut à 300 milliards de dollars américains aujourd'hui. Quelle est la valeur nette actuelle de Bill Gates? Elle n'est que de plus de 90 milliards, ce qui est déjà incroyable. Si Rockefeller était digne milliardaire des temps modernes, plus de 3 fois celui de Gates, il était donc vraiment l'homme le plus riche du monde à cette époque. La deuxième étiquette est avare. Vous trouverez peut-être étrange que le premier homme le plus riche soit encore avare. Oui, Rockefeller est célèbre pour être avare. Lorsqu'il donnait un pourboire aux autres, il distribuait toujours de la monnaie et laissait les autres la prendre, comme s'il voulait la donner mais était réticent à le donner. Il n'était pas disposé à le donner aux autres et insistait pour le rendre, même si c'était le cas. C'était un centime. L'argent vaut chaque centime. Après être devenu milliardaire, un ami est venu chez lui en tant qu'invité. Après être resté une nuit, il a insisté pour laisser 10 yuan pour le logement et a refusé de le laisser partir sans les donner. Il a également dit que c'était un principe. Vous pensez que si vous pouvez faire cela en tant qu'ami, les gens autour de vous seront vraiment sans voix. Dans l'usine, chaque fois qu'il trouve un moyen d'économiser 50 dollars américains, il sera content pendant plusieurs jours et il mettra immédiatement en œuvre cette méthode. Toute personne soupçonnée de gaspillage sera immédiatement licenciée, ce qui est très strict. Le plus intolérable est qu'il refuse d'augmenter les salaires des travailleurs. Il croit que les travailleurs devraient être payés en fonction de la quantité de travail qu'ils effectuent. Si une personne est payée plus que la valeur de son travail, c'est un manque de respect envers Dieu. Par conséquent, ses relations avec les syndicats et le grand public ont toujours été très tendues. Certains disent qu'il est non seulement l'une des personnes les plus riches des États-Unis, mais aussi l'une des personnes les plus détestées des États-Unis. Ce que fait un milliardaire, il suffit de faire ça. Le troisième label est la charité. Vous vous demandez peut-être encore, n'est-il pas très avare? Pourquoi fait-il encore de la charité? Est-ce juste pour la performance? Vraiment pas. Il a l'esprit de donner depuis qu'il est enfant. Même lorsqu'il était très pauvre, il donnait régulièrement 1/10 de ses revenus. Même s'il en était obsédé dans un petit endroit, quand il faisait vraiment un don, un seul geste peut laisser tout le monde bouche bée. Il a fait d'innombrables œuvres caritatives tout au long de sa vie. Sa plus grande réussite n'est pas d'enrichir un certain groupe de pauvres, mais de promouvoir le développement global d'un certain domaine industriel, les plus typiques étant l'éducation et les soins médicaux. Par exemple, l'Université de Chicago et l'Université Rockefeller qu'il a fondée sont dotées des meilleures ressources éducatives au monde, et d'innombrables talents sont issus de ces écoles. Bon nombre des meilleures universités du monde s'inspirent de leurs méthodes pédagogiques. Un autre exemple est le domaine médical. C'est lui qui a fondé l'hôpital Union Medical College de Pékin. Pensez-vous que l'hôpital Union Medical College a sauvé beaucoup de gens? Non, mais sa plus grande importance est d'établir une coordonnée et un exemple. Rockefeller a équipé l'Union Hospital du meilleur équipement médical et du meilleur personnel médical au monde à cette époque. Avec ce drapeau, l'industrie médicale s'est développée à pas de géant, et il a élevé le niveau de l'ensemble de l'industrie médicale en Chine. Il en va de même pour les projets culturels. Durant la République de Chine, de nombreuses spécialisations universitaires en biologie, chimie et physique ont été financées par eux. Par exemple, à cette époque, nous faisions des recherches sur le crâne de l'homme de Pékin. Ce projet a également été financé. Un autre exemple est pendant la guerre anti-japonaise, Rockefeller a également contribué beaucoup d'argent à la relocalisation de nombreuses universités chinoises vers le sud. Les bâtiments emblématiques qu'il a construits sont également très majestueux, comme le Rockefeller Center que l'on peut voir aujourd'hui lorsque l'on se rend à Midtown sur l'île de Manhattan à New York. Il s'agit aujourd'hui du plus grand complexe immobilier privé au monde. Il est composé de 19 gratte-ciel. À partir de la 48e rue, jusqu'à la 51e rue, de la 5e avenue à la 7e avenue, une si grande zone a été entièrement construite par leur famille. De plus,
L'une des caractéristiques de son travail caritatif est qu'il n'aime pas aider les pauvres. Il ne se contente pas de donner de l'argent à tous ceux qui en ont besoin. Pour être honnête, il ne méprise pas les pauvres du fond du cœur. Il a révélé à plusieurs reprises qu'il méprisait en fait la nature indolente, myope et indolente des pauvres, comme nous pouvons le voir dans les lettres suivantes. Par conséquent, il n'aime pas aider les pauvres. Son approche a les caractéristiques d'un homme d'affaires. Il cherche à maximiser la valeur de chaque argent. S'il ne le fait pas, il le fera pour être le meilleur au monde, résoudre le problème. Problème à la fois, et être capable de le faire. Cela aidera également les générations futures. Au total, quelqu'un a calculé qu'il avait donné 550 millions de dollars au cours de sa vie, ce qui équivaut aujourd'hui à 120 milliards de dollars, un record que personne n'a jamais atteint dans l'histoire. Par conséquent, il est non seulement très généreux lorsqu'il fait des œuvres caritatives, mais il ne se contente pas non plus de donner de l'argent de manière stupide. Presque chaque somme d'argent a un effet continu à longue traîne et il prend particulièrement soin de nous, les Chinois. La quatrième étiquette est la froideur. Faire de la charité et de la charité, faire des affaires et des affaires, et un code appartient à l'autre. Lorsqu'il fait des œuvres caritatives, sa générosité fait que tout le monde se sent inaccessible, mais lorsqu'il fait des affaires, il est également célèbre pour sa cruauté et sa ruse. C'est le genre de personne qui utilise tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Prenons l'exemple de son activité pétrolière. Lorsque Rockefeller est entré pour la première fois dans le domaine pétrolier, c'était encore un océan bleu, car son activité n'était pas l'extraction de pétrole. Le secteur de l'extraction de pétrole était en fait très compétitif à cette époque. Quiconque faisait du pain, cultivait ou conduisait un camion, tant qu'il n'avait pas peur, peu importe à quel point vous êtes sale, si vous pouvez trouver un terrain pour extraire du pétrole, c'est votre gisement de pétrole. Par conséquent, l'activité d'extraction de pétrole brut était en fait saturée à cette époque. La capacité de production de pétrole brut était très excessive et le prix du pétrole était aussi bas que 4 dollars américains le baril, qui ne pouvait pas être vendu. Rockefeller n'était pas dans ce métier. Il travaillait dans le raffinage du pétrole, qui consistait à retraiter le pétrole brut et à le transformer en kérosène pouvant être brûlé dans des lampes à pétrole. Avant lui, il n'y avait rien au monde qui pouvait fournir un éclairage continu. Je l'ai utilisé. Ce sont tous du suif de bœuf ou de l'huile de baleine. Le suif est de la fumée noire. L'huile de baleine est extrêmement chère. Elle brûle immédiatement. Le kérosène est différent. Il peut continuer à brûler et est très bon marché. On peut dire qu'il est le raffinement de Rockefeller. Les affaires apportent la lumière au monde. Mais par la suite, de plus en plus de raffineries ont rejoint la concurrence. Rockefeller a découvert que l'industrie pétrolière était dans une période de grands changements dans laquelle les plus forts survivraient. S'il voulait survivre dans cette industrie, il devrait faire de son mieux pour éliminer ses concurrents. La crise économique de 1873 s'est avérée être un tremplin important pour Rockefeller dans la mise en œuvre de sa stratégie de diversification. Il a réalisé un travail de ratissage rapide et approfondi, qui fut aussi sa fameuse stratégie du trust. Qu'est-ce qu'un trust? En termes simples, il s'agit d'une société holding. Par exemple, je suis Rockefeller, je dirige la plus grande et la meilleure raffinerie de pétrole des États-Unis et je suis très compétitif. Et toi? Vous dirigez également une raffinerie de pétrole, mais vous pensez que vous ne pouvez pas rivaliser avec moi. Eh bien, je négocierai avec vous. Vous remettez une partie de vos actions, je vous rachèterai les parts, et vous en conserverez une partie. Les actions, afin que nous puissions gérer l'entreprise ensemble. Mais vous devez me céder les droits de gestion et me laisser fixer le prix. Vous voyez, je peux contrôler plus d'entreprises à un coût très faible, mais qu'en est-il de vous? Détenir des actions, gagner de l'argent et profiter à tous, c'est une fiducie. Il a non seulement utilisé cette astuce dans les affaires, mais il l'a également utilisée pour faire des œuvres caritatives, appelées fiducie caritative. Donner de l'argent seul ne suffit pas. Il a organisé des collectes pour que les gens donnent de l'argent ensemble, puis a créé une fondation et a embauché des gestionnaires spécialisés pour faire un travail caritatif. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a récolté de si bons résultats, faisant en sorte que chaque argent compte. Peut promouvoir le développement global d'un certain domaine. Pour faire simple, il est professionnel en matière de charité. Revenons à l'histoire, après avoir découvert qu'il avait la capacité d'annexer les gisements de pétrole d'autrui, il a commencé à utiliser divers moyens pour faire avancer ce dossier. Par exemple, il existe de nombreuses raffineries en Pennsylvanie, l'origine du pétrole. Après que Rockefeller ait repéré cet endroit, il a d'abord envoyé un grand nombre de lobbyistes pétroliers en Pennsylvanie, exigeant l'achat de pétrole brut à un prix extrêmement élevé de 4,75 $ le baril. À cette époque, Pennsylvanie, le prix de vente convenu pour la raffinerie d'État n'était que de 4 $ américains. Lorsque ces lobbyistes poussiéreux sont arrivés en Pennsylvanie, ils ont commencé à crier que Mobil Oil Company achètera 15 000 barils de pétrole par jour en espèces. Lorsque ces propriétaires de pétrole brut de Pennsylvanie ont entendu cela, des aides sont venues,
ils ont donc commencé la production à pleine capacité et le pétrole dans le sol bouillonnait. Ils ont préparé une grande quantité de stock et se sont préparés à faire fortune, mais cette situation a continué. Quelques semaines plus tard, Rockefeller lui a tourné le dos et a déclaré, à partir de maintenant, nous allons changer le prix à 2,5 dollars américains le baril. Vous pouvez choisir de ne pas le vendre, mais je le laisserai tranquille. Vous le calculerez après cette semaine. Je ne facturerai pas 2 dollars de plus le baril. Les propriétaires de champs pétrolifères de Pennsylvanie étaient confus. Vous voyez, cette affaire les a pris au dépourvu. Il y avait déjà une crise économique et la vie était difficile pour tout le monde. Mais maintenant c'est bien. Si vous rencontrez une telle main, d'accord, vous pouvez. Ne continuez pas à le faire. Les droits d'exploitation des champs pétrolifères vous sont également accordés. Rockefeller a utilisé cette méthode pour acquérir un grand nombre de sociétés de champs pétrolifères en démarrant un petit capital. Mais pensez-vous qu'il s'agissait d'un plan délibéré de Rockefeller? Il a lui-même expliqué que non, il avait initialement prévu d'acheter du pétrole à un prix plus élevé que le prix du marché, mais dès que la nouvelle est sortie, ces propriétaires de champs pétrolifères ont commencé à produire avec avidité, ce qui a entraîné une offre excédentaire en peu de temps. Les rues étaient pleines de pétrole, et le prix bien sûr, il faut le faire baisser. Un homme d'affaires normal ferait cela, n'est-ce pas? Pour faire simple, en tant qu'homme d'affaires, Rockefeller ne se montrerait jamais miséricordieux envers ses concurrents lorsqu'il faisait des affaires, mais là encore, sans ce pouvoir, il n'aurait pas monopolisé l'ensemble de l'industrie pétrolière mondiale. Nous avons parlé des 4 étiquettes de Rockefeller: riche, avare, charitable et impitoyable. Vous voyez, ils sont tous contradictoires, donc vous ne pouvez pas utiliser une seule norme laïque pour évaluer cette personne. Il a un mélange de qualités très complexe et diversifié. D'une manière générale, c'est une personne extrêmement disciplinée. Tant qu'il pense clairement à quelque chose en quoi il croit, il continuera à le faire avec fermeté et aura un esprit puritain dévot. C'est un conservateur américain traditionnel très typique. Il est extrêmement sobre dans son comportement. Il porte toujours une paire de gants noirs et un haut de forme noir. Ses vêtements sont toujours soignés et impeccables. Lorsqu'un homme de grande taille se tient là, il donne naturellement aux gens un sentiment de retenue. Extrêmement inébranlable dans sa foi, il croit que les instructions de Dieu sont derrière ses décisions, c'est pourquoi il perd rarement la foi une fois qu'il prend une décision. Ce sont quelques-unes de ses qualités. Pour le dire simplement, Rockefeller avait les mêmes qualités que tous les gens riches, à savoir l'autodiscipline et la retenue. Ce qui est différent de la plupart des gens riches, c'est qu'il est plus discipliné et plus retenu que la plupart des gens riches. Parlons de la façon dont Rockefeller a fait fortune. Comment il a contre-attaqué d'un pauvre garçon très ordinaire pour devenir l'homme le plus riche du monde, nous pouvons simplement le résumer en 4 étapes. Dans un premier temps, il était petit comptable et a acquis un ensemble complet de connaissances et de compétences commerciales grâce à ce premier emploi. Dans un deuxième temps, il a fait fortune pendant la guerre et a gagné son premier pot d'or en s'appuyant sur l'opportunité de la guerre civile américaine. Dans la première étape, il a ouvert une raffinerie, est entré dans l'industrie du raffinage, a fondé la Standard Oil Company et a achevé l'accumulation verticale de richesses. Dans la quatrième étape, les trusts ont finalement formé un monopole de classe mondiale par le biais de fusion et d'acquisition, complétant ainsi la expansion horizontale de la richesse. Cela semble facile, mais chaque étape est en réalité le résultat de 2 facteurs, ses efforts personnels et les opportunités que lui offre l'époque. Par exemple, lors de son premier emploi, parce que son père était souvent absent de la maison, il est allé chercher un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce travail consistait à aider une société commerciale à tenir la comptabilité. Peu de temps après son entrée en fonction, l'ancien comptable de cette société a démissionné. À un jeune âge, il était responsable du calcul financier et du fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise. Leur société commerciale faisait des choses très compliquées, faisant toutes sortes d'affaires, et Rockefeller était dans une position centrale, donc bien je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai appris beaucoup plus que mes pairs. Cela doit être considéré comme un cas typique où la crosse détermine la tête. Autrement dit, tant qu'une personne est placée dans une position, elle agira selon le style de comportement de ce personnage, donc quand Rockefeller était très jeune, il sortait souvent pour discuter d'affaires avec les autres. Il parlait et se comportait comme un adulte et était très précoce. Les gens ont commencé à l'appeler « Monsieur Rockefeller » à cette époque. Bref, grâce à ce métier, il a développé une bonne base de connaissances en affaires. Sa deuxième opportunité était de faire fortune pendant la guerre. À cette époque, les jeunes étaient impatients d'aller sur le champ de bataille et leurs familles ne pouvaient pas les arrêter. Mais Rockefeller a refusé d'y aller. Il a dépensé une somme d'argent pour embaucher quelqu'un pour le faire. Il a servi dans l'armée et, bien sûr, l'homme est mort sur le champ de bataille peu de temps après. Vous voyez, il est différent de ces jeunes impétueux, il a utilisé des méthodes commerciales pour se sauver la vie. Plus tard, pendant la guerre civile, il a fait fortune en accumulant des provisions à l'avance. Bien sûr, beaucoup de gens à cette époque disaient qu'il était immoral et qu'il profitait de l'occasion pour faire fortune de guerre. Cependant, Rockefeller a toujours été très calme à ce sujet.
Il sentait qu'il sauvait les gens. Sans les fournitures qu'il avait accumulées à l'avance, les personnes touchées par la guerre auraient subi davantage de victimes. Mais à cette époque, peu importe ce que vous dites, il pensait généralement que nous étions tous comme ça, et vous nous avez quand même demandé de dépenser de l'argent pour l'acheter. Cette chose est tellement immorale. Vous, les hommes d'affaires, devriez faire de bonnes actions et nous soutenir gratuitement. Bien sûr, Rockefeller ne se souciait pas de cet ensemble d'erreurs. Il a fait ce qu'il était censé faire, alors il a profité de cette opportunité pour accumuler sa première richesse. Sa troisième opportunité était d'entrer dans l'industrie du raffinage du pétrole. Comme nous venons de le dire, à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui extrayaient du pétrole brut et le marché était pratiquement saturé. Quand d'autres lui ont demandé d'extraire du pétrole brut, il a refusé d'y aller. Quand tout le monde avait presque extrait, le prix du baril de pétrole brut était sur le point de le donner, alors il a commencé à raffiner le pétrole. En fait, c'est le même modèle d'innovation actuel dans la Silicon Valley, c'est un modèle de partenariat entre un homme d'affaires et un professeur d'université. À cette époque, Rockefeller a découvert un professeur d'université capable de raffiner le pétrole brut, puis l'a recruté de manière décisive pour rejoindre-le, puis acheter immédiatement la plus grande raffinerie locale. Quel âge a-t-elle? Elle pouvait produire 500 barils de kérosène par jour, ce qui en faisait à l'époque la plus grande raffinerie du monde. Il a ensuite donné à la raffinerie le nom de Standard Oil, qui reste l'une des plus grandes sociétés de l'histoire du commerce mondial. Voyez-vous, à partir de ce nom, Rockefeller a déjà montré son ambition, la raffinerie qu'il a construite doit non seulement avoir un contenu technique, mais aussi en faire un standard à l'ère du pétrole. Si l'on y réfléchit bien, l'ère de l'automobile humaine n'a commencé qu'au début du XXe siècle. Ford Motor Company a été fondée en 1903 et Rockefeller se préparait à cette grande ère automobile dès la seconde moitié du XIXe siècle. Ensuite, vous pensez, ce n'est pas un évent, pourquoi est-ce encore un évent? S'il ne devient pas riche, qui le fera? Le troisième mot-clé dans la vie de Rockefeller était donc le pétrole. Le quatrième est ce que nous avons mentionné plus tôt, le trust, qui a fini par former un monopole par le biais de fusion et d'acquisition comme un serpent. Bien sûr, les gens de l'extérieur avaient des opinions différentes à son sujet. Certains disaient que c'était une situation que Rockefeller avait planifiée depuis longtemps. Rockefeller lui-même a expliqué que ce comportement lui-même était destiné à aider tout le monde et que tout le monde courait ensemble pour s'échapper. Les deux arguments sont raisonnables, mais d'un point de vue objectif, le monopole n'est pas le produit de l'avidité capitaliste. C'est la force motrice interne de nombreuses industries et c'est une chose à laquelle on ne peut rien faire. Les capitalistes eux-mêmes ne peuvent pas contrôler la tendance au monopole. Pourquoi? Parce que le pétrole n'est pas du tout un produit industriel. C'est un produit standard. Le pétrole que vous produisez est le même que le pétrole que je produis, il a donc une motivation inhérente au modèle commercial, c'est-à-dire que je dois continuer à me développer. Ce n'est qu'après l'expansion que je peux résister au risque, et alors je peux mettre l'unité les coûts de production du pétrole ont baissé. En d'autres termes, même sans Rockefeller, l'industrie pétrolière finirait par devenir un monopole sans intervention du gouvernement. Par exemple, en 1911, le gouvernement américain a divisé la Standard Oil Company en 37 petites compagnies pétrolières locales. Mais à mesure que le marché se développe, de nombreuses petites entreprises deviendront des géants, par exemple, la succursale de Standard Oil à New York est devenue plus tard Mobil Oil, celle du New Jersey est devenue plus tard Exxon Oil et celle de Californie est devenue plus tard Exxon Oil. Huile. Dans les années 1990, Exxon et Mobil ont fusionné à nouveau, devenant alors les plus grandes sociétés pétrolières mondiales. Vous voyez, le résultat final d'un produit standard comme le pétrole s'adaptera lentement à cette tendance. À cette occasion, Rockefeller s'est essentiellement embarqué sur un hors-bord, c'est le pouvoir des tendances qui lui a permis d'y parvenir. Bien entendu, sa vision personnelle est également ici un facteur indispensable et nécessaire. Maintenant, passons en revue. Dans ce numéro, nous avons parlé des 4 caractéristiques du label Rockefeller, à savoir être riche, avare, charitable et impitoyable. Il y a aussi 4 expériences importantes au cours desquelles il est passé du statut de petit comptable à l'homme le plus riche du monde, la comptabilité, la guerre, le pétrole et les trusts. De cela, nous pouvons voir qu'il a un caractère très fondé sur des principes. Grâce à ses efforts personnels et aux capacités que lui a données son époque, il a accompli de si grandes choses et a apporté une si grande contribution au monde. Mais sa contribution était-elle uniquement monétaire? Bien plus encore, sa plus grande contribution est en fait de transmettre sa richesse de génération en génération, permettant aux générations futures de continuer à contribuer au monde. Ce type de continuité est très rare. En Chine, nous disons souvent que la richesse ne peut pas durer plus de 3 générations, mais la famille Rockefeller a atteint la 6e génération. Sa famille a produit de nombreuses personnes exceptionnelles, comme un vice-président, 2 gouverneurs et un gouverneur adjoint, sans parler des hommes riches. Bien que son influence ne soit pas aussi grande que celle du vieux Rockefeller, ses descendants ont toujours constitué l'élite aux États-Unis. Alors, comment a-t-il fait? Comment a-t-il transmis ses valeurs à ses enfants? Dans la seconde moitié, nous avons les réponses pour vous.
La seconde moitié. Continuons avec ce livre. Dans la première moitié, nous avons parlé des 4 caractéristiques du label Rockefeller, à savoir être riche, avare, charitable et impitoyable, ainsi que de ses 4 expériences pour passer du statut de petit comptable à l'homme le plus riche du monde. Nous pouvons grossièrement peu décrire l'image de Rockefeller avec plus de précision. Dans la seconde moitié, nous nous concentrons sur les lettres de Rockefeller à ses enfants pour voir quel genre de valeurs il avait et comment il a inculqué ces valeurs dans l'esprit de ses enfants petit à petit, les transformant en codes sous-jacents à leurs actions efficaces. À l'avenir. Nous pensons généralement qu'il est difficile d'élever les enfants des pauvres parce que leurs familles sont pauvres en matériel, leur environnement éducatif n'est pas idéal, ils manquent de connaissances depuis l'enfance et leurs conditions ne sont pas aussi bonnes que celles des enfants de familles riches. Mais d'un autre point de vue, c'est précisément à cause de la pauvreté. Les enfants des pauvres naissent avec un esprit combatif. Se débarrasser de leur environnement hostile et améliorer leurs conditions de vie peut donner aux pauvres un flux constant de motivation. Au contraire, les enfants issus d'une famille riche naissent souvent avec un manque de motivation de ce type. S'ils veulent obtenir un flux constant de motivation, il est inutile de compter sur des incitations matérielles. Ils ne peuvent compter que sur les conseils de valeur. De plus, il est en réalité difficile pour les enfants de riches de conserver une forte capacité de survie et d'être compétitifs. Pour utiliser une analogie inappropriée, c'est comme si vous pouviez voler, mais vous devez vous retenir pour maintenir votre capacité à marcher. Non, il faut marcher partout. Comme il est tentant de résister. La famille Rockefeller est très consciente de cette vérité, en particulier l'aîné des Rockefeller, qui a consacré tant d'efforts à enseigner à son fils. Il a emmené son fils, John Rockefeller, Jr., avec lui depuis qu'il était enfant, lui apprenant étape par étape. Étape, et l'éduquant personnellement lettre par lettre. Les deux ont très bien coopéré. La réalisation finale de Little John n'était rien de moins que celle de son père. Il a dirigé avec succès la transformation de la famille Rockefeller, a rendu la philanthropie encore plus grande et a gagné plus d'argent en même temps. Petit Jean a éduqué ses enfants, il y a aussi une façon unique de le faire. Par exemple, il est normal que les enfants de familles ordinaires demandent de l'argent de poche à leurs parents, n'est-ce pas? Le demande, peu importe combien ou peu il donne, il en donnera toujours, mais c'est comme ça pour demander de l'argent. Rockefeller et sa famille ne pensent même pas aux choses. Vous voulez dépenser de l'argent? Gagnez-le vous-même, comme attraper une souris dans le grenier, 5 centimes, écraser des mouches dans le couloir, vous pouvez échanger 1 centime pour 100 et cirer des chaussures en cuir pour toute la famille. Une paire de chaussures en cuir ordinaire coûte 2 centimes, et les bottes sont difficiles à gagner. Essuyez un peu, le prix augmentera, 1 centime par paire, et toutes les dépenses doivent être prises en compte et doivent être régulièrement vérifiées par Little John. Vous voyez, les règles sont beaucoup plus strictes que celles en vigueur dans les foyers des gens ordinaires. Alors, quel genre de valeur le vieux Rockefeller leur a-t-il inculqué? Nous pouvons clairement le ressentir à travers les lettres qu'il a écrites. Ce livre enregistre 38 lettres écrites par Rockefeller Sr. à son fils John Jr., chacune étant écrite du fond du cœur. Ci-dessous, je vais sélectionner 3 lettres particulièrement classiques et les partager avec vous. Lisez d'abord la première lettre. Le titre est « Devenir un homme intelligent et insensé » et a été écrit en septembre 1890, alors que John Jr. avait 16 ans. Afin de restaurer le ton et l'intonation du vieux Rockefeller, je lirai ces lettres dans leur intégralité. Venez ressentir la sensation de Rockefeller enseignant à son fils. Cher John. Demain, je retourne dans ma ville natale de Cleveland pour m'occuper de certaines affaires de notre famille. J'espère que vous pourrez vous occuper de certaines choses pour moi pendant cette période. Mais je vous rappelle que si vous rencontrez quelque chose de difficile ou si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous devriez demander conseil à Monsieur Gates. M. Gates est mon assistant le plus efficace. Il est loyal, sincère, franc, consciencieux et intelligent. Il peut toujours m'aider à prendre des décisions judicieuses. Je lui fais beaucoup confiance. Je pense qu'il vous sera d'une grande aide. C'est que tu le respectes. Voyez-vous, le premier paragraphe mentionnait un mot-clé, respect. Il a rappelé à Little John que si vous voulez que les autres vous aident du fond du cœur, le respect est la condition préalable. Ne montrez pas le moindre dédain simplement parce que M. Gates est l'intendant de leur famille et l'arrogance. Ce rappel traverse presque toutes les enveloppes, c'est-à-dire le respect d'autrui. Maintenant, continuons la lecture. Fils, je sais que tu es un diplômé exceptionnel de l'université Brown et que tes connaissances en économie et en sociologie sont excellentes. Cependant, vous devez savoir que la connaissance est vide et que si vous ne la mettez pas en action, rien ne se passera. De plus, presque toutes les connaissances contenues dans les manuels sont compilées par des artisans compétents dans des tours d'ivoire, et il leur est difficile de vous aider à résoudre des problèmes pratiques. J'espère que vous pourrez vous débarrasser de votre dépendance à l'égard de la connaissance et de l'apprentissage, qui sont la clé d'un cheminement en douceur dans la vie. Vous devez savoir que la connaissance en elle-même n'est pas si bonne. La connaissance doit être utilisée avec flexibilité pour être efficace.
Pour devenir une personne capable d'utiliser pleinement la connaissance, vous devez d'abord devenir une personne capable de la mettre en œuvre. Alors d'où vient la capacité de mise en œuvre? À mon avis, cela réside dans la souffrance. Mon expérience me dit que parcourir un chemin difficile, un chemin semé d'épreuves, de malheurs, d'échecs et de difficultés non seulement bâtira notre fort caractère, mais aussi notre capacité à réaliser de grandes choses émergera au fur et à mesure que les temps l'exigeront. Les gens qui grimpent dans la souffrance savent faire tout leur possible pour trouver les voies et moyens de se sauver. Travailler dur pour endurer les difficultés est l'un des principes du succès auquel je crois fermement. Peut-être que vous me ridiculiserez et penserez qu'il n'y a rien de plus stupide que de vouloir endurer des épreuves. Non. Les gens qui n'ont pas d'expérience malheureuse sont malheureux. Beaucoup de choses vont et viennent vite. Parmi ceux qui ont réalisé leur rêve de devenir célèbres et riches du jour au lendemain, qui n'a pas disparu très vite. Ce que vous obtenez en endurant des difficultés, c'est de construire votre carrière sur des bases solides, et non sur des sables mouvants. Les gens doivent faire preuve de clairvoyance et ce n'est qu'en supportant les difficultés pendant longtemps que l'on pourra obtenir des gains à long terme. Regardez ce paragraphe. Rockefeller a transformé les difficultés en un moyen d'appliquer ses connaissances, ce qu'il a inoculé contre toute difficulté future. Cette transformation n'est-elle pas très intelligente? Continuons à écouter. Je crois que vous avez découvert que depuis que vous êtes venu travailler pour moi, je ne vous ai pas confié un lourd fardeau à porter. Mais cela ne veut pas dire que je doute de vos capacités, j'espère juste que vous êtes doué pour faire de petites choses. Bien faire de petites choses est la pierre angulaire pour faire de grandes choses. Si vous êtes arrogant dès le début, vous ne pourrez pas tenir compte de l'humeur de vos subordonnés et vous ne pourrez pas vraiment utiliser les autres. Pour survivre et créer des réalisations dans ce monde, vous devez compter sur le pouvoir humain, c'est-à-dire le pouvoir des autres, mais vous devez commencer par faire de petites choses avant de pouvoir comprendre l'humeur de vos subordonnés. Quand vous atteindrez un jour un poste plus élevé, vous saurez comment amener-les à apporter tout leur enthousiasme au travail. Mon fils, il n'y a que deux sortes de personnes intelligentes dans le monde, celles qui utilisent leur propre intelligence, comme les artistes, les universitaires et les acteurs, et celles qui utilisent l'intelligence des autres, comme les managers et les dirigeants. Ce dernier type de personne a besoin d'une capacité particulière, la capacité de conquérir le cœur des gens, mais de nombreux dirigeants sont des imbéciles intelligents. Ils pensent que pour conquérir le cœur des gens, ils doivent s'appuyer sur un commandement hiérarchique. À mon avis, non seulement cela ne permettra pas de gagner du leadership, mais cela le réduira aussi considérablement. Il faut savoir que tout le monde est très sensible au mépris, et perdra sa motivation s'il est méprisé. De tels dirigeants ne font que rendre leurs subordonnés incompétents. Un cochon peut grimper à un arbre s'il est bien félicité. Les managers, les dirigeants ou les personnes qui savent diriger les autres sont toujours magnanimes. Ils connaissent l'art d'admirer les autres et de les féliciter, ce qui signifie qu'ils doivent donner avec émotion. Les dirigeants qui s'engagent dans une profonde émotion finiront par gagner et gagneront plus de respect de la part de leurs subordonnés. Dans ce paragraphe, Rockefeller résume l'art du leadership comme étant attentif, donnant avec émotion et sincérité, et motivant les autres avec des récompenses et des éloges. Cette mentalité de gestion ne peut être compensée par des compétences en gestion. Il s'agit de mettre le petit John dans le rôle d'un manager depuis qu'il est enfant et de le laisser réfléchir aux problèmes. Écoutons plus loin. Une personne sans connaissance est finalement inutile, mais une personne qui possède des connaissances risque de devenir l'esclave de la connaissance. Tout le monde doit savoir que toutes les connaissances seront transformées en idées préconçues, ce qui entraînera une mentalité conservatrice unilatérale, pensant que « je comprends » et « la société est comme ça ». Avec le sentiment de « compréhension », il y aura un manque d'intérêt à vouloir savoir. Sans intérêt, la motivation pour avancer sera perdue et tout ce qui l'attend sera l'ennui. C'est pourquoi vous réussissez parce que vous ne comprenez pas. Cependant, dominés par leur estime de soi et leur sens de l'honneur, de nombreuses personnes bien informées ont toujours du mal à dire « ils ne comprennent pas ». Il semble que demander conseil aux autres et dire qu'ils ne comprennent pas soit une chose honteuse. Et ils considèrent même l'ignorance comme un péché. C'est ça être intelligent. Ce genre de personne ne comprendra jamais ce grand adage, chaque opportunité que nous ne comprenons pas deviendra un tournant dans notre vie. Les gens qui pensent qu'ils sont intelligents sont des imbéciles. Si l'intelligence est considérée comme un critère pour obtenir des avantages, alors je ne suis évidemment pas un imbécile. Aujourd'hui encore, je me souviens clairement d'une scène, à cette époque, j'avais du mal à trouver et à emprunter 15 000 yuan. Je réfléchissais sérieusement à ce problème en marchant dans la rue. C'est intéressant de dire qu'au moment où je pensais emprunter de l'argent, un banquier m'a bloqué le passage. Il m'a demandé à voix basse dans le wagon, « Voulez-vous utiliser 50 000 $ pour Rockefeller ?» Monsieur ? Ai-je de la chance ? Je n'en crois pas mes oreilles. Mais à ce moment-là, je n'ai montré aucune urgence. J'ai regardé le visage de l'autre personne et je lui ai dit lentement, « Ça y est. Peux-tu me donner 24 heures pour y réfléchir ?» J'ai conclu un contrat de prêt avec lui à des conditions qui m'étaient favorables. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi d'être seul pendant mon absence, mais ce n'est pas grave.
Laissez-moi attendre et voir, est la devise à laquelle j'adhère toujours en affaires. J'ai toujours l'habitude de faire les choses, avant de prendre une décision, je réfléchis et juge toujours calmement, mais une fois que j'ai pris une décision, je la mettrai en œuvre jusqu'au bout sans hésiter. Je crois que vous pouvez le faire aussi. Le point culminant de ce paragraphe est la dernière phrase. Il était évident qu'il était mort d'anxiété parce qu'il voulait emprunter de l'argent, mais quand quelqu'un lui a apporté l'argent, il a retenu son excitation et sa fièvre et a dit « Laissez-moi y réfléchir ». Vous voyez, une petite chose a non seulement montré sa maîtrise de soi et son intelligence, mais a également donné l'exemple au petit John, lui faisant comprendre qu'il doit réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision. Les derniers mots d'encouragement se sont terminés brusquement, de manière concise et claire. Est-ce d'un très haut niveau? Ceci est la première lettre. Voyons une autre ci-dessous, comment il a rappelé à petit Jean de ne pas suivre le chemin de la prodigalité comme les autres enfants riches. Le titre de cette lettre est « Le point de départ ne détermine pas le point final ». Il a été écrit en septembre 1897. Petit Jean avait 23 ans cette année. Cher John, vous espérez que je pourrai naviguer avec vous pour toujours, ce qui semble bien, mais je ne suis pas votre capitaine éternel. Dieu a créé des pieds pour nous afin que nous puissions marcher sur nos propres pieds. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à avancer seul, mais vous devez savoir que le monde des affaires plein de défis et de magie dans lequel je me trouve est le point de départ de votre nouvelle vie. À partir de là, vous commencerez à participer aux activités que vous avez jamais appréciées mais sont liées à vous. La fête de la vie à venir. Quant à la façon dont vous utilisez le couteau et la fourchette placés devant votre vie, et comment vous dégustez chaque plat servi par l'ange du destin, cela dépend entièrement de vous. Bien sûr, j'espère que vous pourrez vous démarquer et être meilleur que moi dans un avenir proche. Et ma décision de vous garder à mes côtés n'est rien d'autre que de vous amener à un point de départ élevé dans votre carrière, afin que vous puissiez profiter de l'opportunité d'avancement rapide sans avoir à grimper dur. Bien sûr, il n'y a rien à célébrer et à montrer, et encore moins à être reconnaissant. La croyance fondatrice des États-Unis d'Amérique est que tous les hommes sont créés égaux, mais cette égalité est une égalité au sens des droits et du droit et n'a rien à voir avec des avantages économiques et culturels. Pensez Y, notre monde est comme une montagne. Quand vos parents vivent au sommet de la montagne, vous êtes destiné à ne pas vivre au pied de la montagne, lorsque vos parents vivent au pied de la montagne, vous n'êtes pas destiné à vivre au pied de la montagne. Vivre au sommet de la montagne. Dans la plupart des cas, la position des parents détermine le point de départ de la vie d'un enfant. Mais cela ne signifie pas que le point de départ de chacun est différent et que les résultats de sa vie sont également différents. Dans ce monde, il n'y aura jamais de théorie héréditaire de la pauvreté et de la richesse, et il n'y aura jamais de théorie héréditaire du succès et de l'échec. Il n'y a que la vérité que je m'efforce et que je réussis. Je crois fermement que notre destin est déterminé par nos actions et jamais entièrement par nos origines. Comme vous le savez, quand j'étais jeune, ma famille était très pauvre. Je me souviens que les livres que j'utilisais lorsque je suis entré au collège étaient tous achetés pour moi par des voisins bienveillants. Au début de ma vie, mon salaire hebdomadaire était seulement 5 yuan. Je suis comptable, mais grâce à des efforts inlassables, j'ai construit un royaume pétrolier enviable. Aux yeux des autres, cela semble être une légende, mais je pense que c'est une récompense pour ma persévérance et ma lutte active, et une récompense du Dieu du destin pour mon travail acharné. John, les opportunités seront toujours inégales, mais les résultats peuvent être égaux. Dans l'histoire, que ce soit en politique ou dans les affaires, en particulier dans le monde des affaires, il existe de nombreux exemples de personnes qui sont parties de zéro, elles ont toutes eu peu d'opportunités à cause de la pauvreté, mais elles ont toutes réussi grâce à leur travail acharné. Cependant, l'histoire est également parsemée d'exemples d'enfants riches qui ont eu tous les avantages, pour finalement échouer. Une statistique du Massachusetts indique que parmi les 17 enfants de personnes riches, aucun d'entre eux n'a quitté ce monde riche. Il y a longtemps, une histoire circulait dans la société qui faisait la satire de l'incompétence des enfants riches. On racontait que dans un petit bar de Philadelphie, un client parlait d'un certain millionnaire et disait « C'est un millionnaire autodidacte ». Un monsieur plus astucieux à côté de lui a répondu « Oui, il a hérité de 20 millions, puis il a transformé cet argent en 1 million ». C'est une triste histoire. Mais dans une société comme la nôtre aujourd'hui, les enfants de familles riches sont confrontés au dilemme de battre en retraite s'ils n'avancent pas. Beaucoup d'entre eux sont destinés à être plaints et pitiés par les autres, et même à aller en enfer. L'histoire de gloire et de réussite d'une famille ne garantit pas un avenir radieux à ses descendants. Je reconnais qu'un avantage précoce peut être très utile, mais cela ne garantit pas la victoire finale. J'ai réfléchi plus d'une fois à ce triste problème auquel sont confrontés les enfants issus de familles riches. Il me semble que les enfants issus de familles riches commencent à en bénéficier, mais ont peu de possibilités d'apprendre et de développer les compétences nécessaires à leur survie. Les personnes issues de milieux modestes ont un besoin urgent de se sauver, elles utiliseront donc activement leur créativité et leurs capacités, et chériront et saisiront diverses opportunités. J'ai également observé que les enfants issus de familles riches n'ont pas l'ambition de se sauver que les pauvres, ils n'ont donc pas d'autre choix que de prier Dieu de leur accorder le succès. Par conséquent, lorsque vous et vos sœurs étiez très jeunes, je ne vous ai pas fait savoir consciemment que votre père était un homme riche.
Ce que je vous ai le plus inculqué, ce sont des valeurs telles que l'épargne et la lutte personnelle, car je savais donner les gens le moyen le plus rapide de causer du mal et de donner de l'argent, ce qui peut rendre les gens corrompus, dominateurs, arrogants et perdre le plus beau bonheur. Je ne peux pas enterrer mes enfants bien-aimés avec richesse et vous laisser bêtement devenir des gens incompétents qui ne veulent pas progresser et ne savent compter que sur les fruits de leurs parents. Une personne vraiment heureuse est celle qui apprécie ses créations. Ceux qui sont comme des éponges, prenant mais ne donnant pas, ne feront que perdre leur bonheur. Je crois qu'il n'y a personne qui ne désire pas vivre une vie heureuse et noble, mais peu de gens comprennent vraiment d'où vient une vie noble et heureuse. À mon avis, une vie noble et heureuse ne vient pas d'une lignée noble ou d'un style de vie noble, mais d'un caractère noble, un esprit d'autonomie. Regardez ces gens nobles qui gagnent le respect du monde et affichent leur charme. Nous savons à quel point il est précieux d'être indépendant. John, chaque mouvement que tu feras sera dans mon esprit. Mais par rapport à cette préoccupation, j'ai plus confiance en vous et je crois en votre excellent caractère, un caractère qui a plus de valeur que n'importe quelle richesse au monde. Il vous aidera à préparer un avenir radieux et vous aidera à réussir et à réussir. Vie. Mais vous devez renforcer la conviction que le point de départ peut influencer le résultat, mais qu'il ne le déterminera pas. Des facteurs tels que la capacité, l'attitude, le caractère, l'ambition, les moyens, l'expérience et la chance jouent un rôle extrêmement important dans la vie et dans le monde des affaires. Votre vie vient de commencer, mais une bataille pour la vie vous attend. Je peux profondément sentir que vous voulez être le vainqueur de cette guerre, mais vous devez savoir que tout le monde a la volonté de gagner, et que seuls ceux qui sont déterminés à se préparer gagneront. Mon fils, trouve ton chemin et Dieu t'aidera. Lorsque vous écoutez ce paragraphe, cela aide d'abord Petit Jean à analyser sa situation et sa position actuelle, puis à prédire l'avenir. En un seul paragraphe, cela rappelle à Petit Jean le danger auquel il est sur le point de faire face. Autrement dit, si l'esprit de lutte disparaît, la richesse de la famille sera bientôt dispersée. Il a constamment souligné l'esprit de lutte et souligné que c'est la seule source de bonheur. Je crois que beaucoup de membres de la génération riche rappelleront ce danger à leurs enfants, mais je crois que peu d'entre eux élèveront cet esprit combatif au rang d'unique source de bonheur et de dignité. Si vous pensez que chacune de ces lettres est si chaleureuse et pleine d'énergie positive, vous vous trompez. Il y a aussi des choses plus percutantes, comme celle-ci, intitulée Loyal to Myself, qui raconte la rencontre de Little John. Quand cela a échoué, Rockefeller Sr. a utilisé cette lettre pour le guider. Maintenant, commençons. Cher John. Vous vous sentez mieux? Si ce n'est pas le cas, je pense que vous devez savoir quelque chose. Vous devez savoir que la grande majorité des gens dans ce monde ne sont pas à l'abri d'une force spéciale qui peut facilement retirer le manteau qui enveloppe étroitement notre humanité, nous laissant complètement exposés au soleil et de manière impartiale. Elle nous piège sur le pur et le sale. Planche à dessin, pour que toutes nos défenses pâlissent et s'affaiblissent. Aussi éloquents que nous soyons, c'est la pierre de touche pour tester notre humanité, les intérêts. En d'autres termes, l'intérêt est l'ombre qui illumine la nature humaine, devant laquelle sera révélée et clairement visible toute l'essence liée à la moralité et à l'éthique. Peut-être pensez-vous que mes propos sont un peu absolus, mais c'est ce que me dit mon expérience. Je peux affirmer que dans ce monde, à part Dieu, il n'y a personne qui ne poursuit des intérêts. À partir du moment où vous interagissez avec les gens, un long jeu de profit dans la vie commence. Dans ce jeu, tout le monde est votre ennemi, y compris vous-même. Vous devez lutter contre vos propres faiblesses et lutter contre toutes les mauvaises actions qui construisent le bonheur sur votre douleur. Fils, ne te méprends pas, je n'ai pas l'intention de peindre notre monde d'un gris déprimant et suffocant, en fait, j'aspire à l'amitié, à la sincérité, à la gentillesse et à toutes les belles émotions qui peuvent nourrir mon âme, et je crois en eux cela doit exister. Cependant, il est dommage que dans le centre commercial de la recherche de la gloire et de la richesse, il me soit difficile d'obtenir ce genre de satisfaction, mais je suis souvent confronté à la trahison et à la tromperie. À ce jour, je me souviens encore clairement des expériences d'avoir été trompé à plusieurs reprises, qui sont inoubliables. La chose la plus douloureuse sur laquelle j'ai été trompé s'est produite à Cleveland. À cette époque, l'industrie du raffinage du pétrole n'était pratiquement pas rentable en raison de la surproduction et de nombreux raffineurs étaient au bord de la faillite. De plus, l'éloignement de Cleveland des champs de pétrole signifie que nous sommes injustement désavantagés car nous devons payer des coûts de transport longue distance élevés par rapport aux raffineries situées dans les champs de pétrole. Je suis déterminé à changer cela, à acheter des raffineries à grande échelle qui sont au bord de la mort, à former une force commune, à agir de manière unifiée et à faire gonfler le portefeuille de chacun. J'ai dit aux propriétaires de raffineries qui étaient au bord de la faillite que nous, à Cleveland, étions désavantagés et que nous devions faire quelque chose pour nous protéger ensemble. Je pense que mon plan est bon, réfléchissez attentivement. Si vous êtes intéressé, nous serons ravis d'en discuter avec vous. Grâce à de bonnes intentions et à des considérations stratégiques, j'ai acheté de nombreuses usines sans valeur, qui ressemblaient à de vieilles ordures et ne méritaient que d'être jetées à la ferraille. Mais certaines personnes sont si méchantes, égoïstes et ingrates qu'après avoir reçu mon argent, elles se retournent contre moi et déchirent sans scrupule l'accord qu'elles ont conclu avec moi et font leur retour.
Ils ont utilisé l'argent de la ferraille transformé en or pour acheter du matériel, retourner à leur ancienne entreprise et m'ont publiquement fait chanter pour que j'achète leur usine. Ces gens m'ont tous demandé d'être honnête et de me demander de payer un bon prix pour leur usine paralysée, ce que j'ai fait, mais les résultats ont été déchirants. À ce moment-là, j'étais de mauvaise humeur, et je me suis même reproché de ne pas être trop honnête ou trop gentil, sinon je ne serais pas dans une situation où j'étais entouré de tous côtés et ne pouvais rien faire. Ce qui me semble le plus inacceptable, c'est que dans le jeu de la recherche du profit, les amis d'aujourd'hui deviennent les ennemis de demain. Cela arrive tout le temps, et 2 membres de mon église m'ont trompé à plusieurs reprises sans aucune retenue. Pour l'amour de Dieu, je ne veux pas énumérer leurs péchés. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai su qu'ils m'avaient trompé, j'ai été choqué, je ne comprenais pas comment les gens qui priaient avec moi et juraient dévotement d'abandonner l'orgueil, l'indulgence et l'avidité pouvaient être si méprisables. Après toutes sortes de tromperies et de mensonges, je me suis dit à contre-Séhur, tu ne peux croire qu'en toi-même, ce n'est qu'ainsi que tu ne seras pas trompé. Je sais que cette mentalité légèrement hostile n'est pas bonne, mais il y a trop de tromperies dans ce monde, et être sur ses gardes est pour nous une compétence de survie indispensable. Mon fils, ce que le destin nous donne, ce n'est pas le vin de la déception, mais la coupe de l'opportunité. Ce qui s'est passé à Wall Street n'avait rien de grave, c'était juste que vous faisiez trop confiance aux autres. Cependant, il faut savoir qu'un bon cheval ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Dans cette lettre, Rockefeller a rappelé à Little John la cruauté des centres commerciaux et le fait de ne pas faire facilement confiance aux autres. C'est l'une des choses les plus importantes que le père de Rockefeller lui a appris depuis qu'il était enfant. Le père de Rockefeller est également très intéressant. Ajoutons-le ici. Son père est une telle personne qui passe toute sa journée dans le monde, se faufilant et enlevant toute la journée, selon les mots des gens de leur ville, fait toutes sortes de mal sauf ne pas boire, et il aime particulièrement jouer avec des femmes. Presque chaque fois qu'il déménage dans un endroit, c'est pour poursuivre une femme et fonder une famille dans 2 endroits en même temps, c'est commettre le crime de bigamie. L'attitude de Rockefeller envers l'argent a toujours été sans ambiguïté. Un jour, Rockefeller a rencontré des difficultés et a dû perdre une entreprise. Il a emprunté de l'argent à son père pour l'aider. Son père lui a également prêté de l'argent, mais au bout de quelques jours, il a insisté pour demander de l'argent. Retour à la maison, Rockefeller savait en fait que son père ne faisait que le tester. Même s'il rendait l'argent, il le lui emprunterait dans quelques jours. Mais non, son père adorait le torturer et rendait Rockefeller encore pire à chaque fois qu'il était à la maison. La période la plus difficile. Rockefeller était toujours furieux. Pourtant, j'ai beaucoup vécu ce genre de choses, et je connais les règles cruelles du monde des affaires depuis que je suis enfant. Bien sûr, il n'a pas utilisé les méthodes que son père lui a apprises pour tourmenter Little John, mais a utilisé sa propre expérience personnelle pour expliquer directement à Little John les règles du jeu dans le monde des affaires. Quand vous entendez cela, sentez-vous que nous avons autant de chance d'avoir un tel aîné qui nous écrit tout le temps. Il nous a toujours enseigné avec sérieux et sincérité pendant que nous grandissions, et nous a inculqué petit à petit des valeurs positives. Dites. Partageant son expérience, comme ce serait heureux d'avoir une telle personne autour de nous. Maintenant, passons en revue. Des lettres de Rockefeller à ses enfants, nous pouvons voir à quel point il a été patient dans l'enseignement à ses enfants. Chaque lettre prête attention au ton, à la structure, à l'identité et au but, ainsi qu'au contenu de la lettre. Bien qu'elle ne soit pas longue, la quantité d'informations est très importante. Nous, les adultes modernes, pouvons tirer un grand bénéfice de sa lecture. Si ce type de qualité d'enseignement est inculqué à un enfant de l'enfance à l'âge adulte, et qu'un père l'inculque à son propre fils, il serait étrange que l'enfant n'ait aucune perspective d'avenir. En regardant autour de nous, si nous fournissons plus de conseils, plus d'encouragement et plus de patience dans la communication avec nos enfants, ces enfants seront en meilleure santé physique et mentale, et leurs chances de réussir à l'avenir seront plus grandes. A toujours eu une attitude encourageante. Nous, Chinois, disons souvent que la modération signifie qu'il est préférable de tout faire correctement. Ne vous dévalorisez pas et ne vous méprisez pas. Ne soyez pas aveuglément inférieur ou aveuglément confiant. Il est préférable d'être au milieu. Ce point d'équilibre est le meilleur, mais comment un enfant peut-il si bien saisir ce point d'équilibre? Soit ils ont une faible estime de soi, soit ils sont arrogants, soit ils se dévalorisent à néant, soit ils se sentent tout-puissants. Que faire dans cette situation? Rockefeller a suggéré qu'au lieu de chercher ce point d'équilibre, il est préférable de se pencher. Il pensait qu'un enfant devait être aveuglément confiant et aveuglément optimiste. Dans ses mots originaux, une personne ne devrait pas être trop polie lorsqu'elle compte ses propres avantages. Un excès de confiance peut entraîner des pertes, mais ce n'est pas une mauvaise chose de subir des pertes, les gens qui n'ont pas confiance du tout n'ont même pas le courage de subir des pertes. Rockefeller a dit ceci à Little John, John, vous vous dirigez vers la position de gagner une belle vie. C'est votre objectif depuis le début. Vous devez être courageux, puis courageux à nouveau. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde.
Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.